Le général Jack Keane est notre principal analyste stratégique et un général 4 étoiles à la retraite. Alors, que pensez-vous qu'il s'est passé pendant ce délai? Eh bien, voyez-vous, tout d'abord, j'apprécie le président Trump pour vouloir ouvrir le détroit d'Ormuz, certainement, et aussi pour essayer de conclure un accord avec les Iraniens qui nous donnerait tout. Ils devraient céder tout ce que nous leur prendrions en utilisant la force militaire. L'essence de l'accord, et en tête de liste, c'est qu'ils abandonnent et permettent d'éliminer l'enrichissement nucléaire qu'ils possèdent. Et cela doit figurer dans cet accord. Et cela doit être la priorité numéro 1 de l'accord, parce qu'au début de tout cela, la question était leur capacité nucléaire. Mais réfléchis aussi, qu'est-ce que les Iraniens voulaient ici? Pourquoi ont-ils fermé le détroit d'Ormuz? Ils ont fermé le détroit d'Ormuz simplement pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il arrête la guerre. Et nous avons arrêté la guerre. Alors allons-y, essayons de comprendre ce qui est en jeu ici du point de vue iranien et aussi du point de vue de notre pays. Je ne fais pas du tout confiance aux Iraniens. Le président ne leur fait pas confiance non plus. Ah, il a déjà négocié avec eux à plusieurs reprises. Il sait qu'ils sont des menteurs et des tricheurs. Donc tout se résume à l'accord lui-même, à ce qu'il contient et à sa vérification. Les Iraniens sont des spécialistes pour embrouiller et retarder les accords. Et ils mentent, promettent et ne tiennent pas parole. Beaucoup d'enjeux entourent cet accord. Merci. Je pense qu'il y a une pression pour conclure cet accord. Mais nous en sommes là maintenant. Nous sommes en cessez-le-feu. Et tout se résume à tous les points pour conclure cet accord, c'est sûr. Et nous verrons comment cela va se terminer. Il semble que le président reçoive des signaux des Iraniens indiquant qu'ils sont prêts à céder sur tous ces points. Je ne conteste pas le fait que les gens disent cela. S'ils vont vraiment le faire, c'est une autre histoire. Et c'est ce qui m'inquiète. Le président et son équipe savent avec qui ils ont affaire. Alors nous devrons faire pression sur eux au maximum. Et si cela tourne mal pour nous, nous devons avoir le courage de régler cela militairement. Et les Iraniens comptent sur le fait, alors je pense que leur stratégie est de retarder, de semer la confusion, et que, du fait que les Américains se soient arrêtés et que les détroits soient ouverts, que les navires recommencent à circuler, nous n'aurions pas le courage de revenir et de reprendre les opérations militaires. Je pense que c'est leur stratégie, et nous verrons si cela se concrétise. Nous le saurons très vite. Ah, quand nous arriverons aux derniers détails de l'accord. Nous verrons les concessions qu'ils feraient et ce que cela signifie vraiment. Mais je suis sceptique quant à la direction actuelle avec les Iraniens, car je ne leur fais pas confiance. Je n'aime pas relâcher la pression en acceptant un cessez-le-feu, ce qu'ils voulaient de toute façon, pour forcer Zewa à arrêter la guerre. Nous avons fait cela, même si ce n'est que temporaire, mais nous devons voir ce que contient cet accord. Général, pensez-vous que ce cessez-le-feu ne durera pas? S'il échoue et que la situation empire, quelle devrait être la position militaire? Eh bien... Nous devons terminer ce que nous avons commencé. Les Israéliens ont besoin d'environ 10 jours à 2 semaines. Nous sommes à peu près dans les mêmes délais. De nombreux objectifs restent à attaquer selon les commandants militaires. Et je pense vraiment que si l'accord échoue, tout se résumera à l'île de Karg et à la force. Soit vous prenez le contrôle de l'île de Karg et de la distribution du pétrole, soit vous la détruisez et provoquez un effondrement économique. Soit vous prenez le contrôle de l'île de Karg et vous êtes alors en position de les plier à notre volonté et vraiment les forcer à une position que nous désirons réellement. Et cela met le régime, je pense, sur la voie de l'effondrement du régime. Nous ne pouvons pas en être certains. Et nous l'avons dit depuis le début. Vous ne pensez pas que cela... Pouvons-nous parvenir à un accord? Vous ne pensez pas que si nous parvenons à un accord qui rende inutile une action militaire de notre part, alors c'est une autre question. Mais cela reste à voir. Et le président a pris une décision ici. Attendons de voir ce qui va se passer. Vous ne pensez pas que cela pourrait être une manœuvre du gouvernement pour prendre le contrôle de Karg? Ou peut-être adopter une option beaucoup plus agressive? Parce qu'ils peuvent s'attendre à ce que les Iraniens finissent par tricher. Écoute, ça j'en suis sûr. Le président est très lucide à ce sujet. Il sait à qui il a affaire et il connaît la valeur de l'île de Karg.
Et, à mon avis, il sait très bien qu'il peut en prendre le contrôle ou la détruire, et il comprend que c'est un point crucial pour l'avenir de l'Iran. Et oui, il se rend parfaitement compte à quel point cet atout est stratégique et il peut en prendre possession ou le détruire quand il le souhaite. Oui, il a toujours cette capacité en réserve et il le sait. Le sujet du moment en ville était les crimes de guerre. Je ne savais pas que faire exploser un pont était un crime de guerre. Ah, il y a eu beaucoup de présidents dans le passé et beaucoup de guerres qui ont touché des ponts et des centrales électriques. Comment as-tu réagi en entendant tout cela? Eh bien, tu vois, nous connaissons notre président, n'est-ce pas? Il utilise un langage riche et coloré. Et il l'utilise comme un levier lors des négociations. Je pense qu'une grande partie de cela était en jeu ici. Et cela ne signifie pas, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il n'utiliserait pas la force militaire maximale pour écraser ce régime. Il avait certainement l'intention de le faire, et il avait de nombreuses options à sa disposition. Ah, mais le langage riche et coloré, je pense que cela faisait partie de tout l'effet de levier qu'il essayait d'obtenir. Et les gens en interprètent d'une partie littéralement, pour des raisons politiques. Je pense que j'ai vu cela pour ce que c'est vraiment. J'ai vu comment le langage du président était utilisé comme levier lorsqu'on traitait avec les Iraniens. C'était tout. Je ne pense pas que nous allions commettre des crimes de guerre. Non, absolument pas. Oui, du baratin comme on dit souvent. Général Kinney, merci beaucoup. Trump a fait reculer l'Iran. On l'a traité de fou à cause de ses menaces, mais les menaces ont fonctionné. Le détroit sera rouvert et l'Iran promet de cesser les tirs de missiles et de drones. Les prochaines 24 heures seront le test. Si les pétroliers passent, nous mettrons officiellement fin à cela dans le délai de 6 semaines fixé par le président. S'il y a des manœuvres, nous reviendrons au jour du pont et de la centrale électrique. Les mollahs auraient dû le savoir. Leur économie est en crise. Des industries comme l'acier, la pétrochimie et le complexe militaire se sont effondrées. Le peuple était déjà descendu dans la rue lors de la dernière crise. Maintenant, c'est pire. Ce matin, nous avons bombardé leur joyau de la couronne, l'île de Karg. L'Iran ne peut pas la perdre. Nos B-52 s'y dirigèrent déjà aujourd'hui, mais l'Iran n'avait pas le choix. Le New York Times rapporte que la Chine a demandé qu'ils acceptent l'accord, car son économie ne pouvait plus tenir. Le régime était acculé et le président pensait qu'envoyer des soldats pour ouvrir le détroit et prendre Karg ne serait pas judicieux et constituait un dernier recours. Alors, quelle est la suite? 2 semaines de négociations de paix qui peuvent s'effondrer à tout moment et les négociations doivent commencer vendredi au Pakistan. L'équipe du président s'est engagée à contrôler l'uranium. Le régime est ébranlé. Leur direction militaire et leurs bases industrielles de défense ont pratiquement disparu. Souvent, les régimes s'effondrent après la guerre. L'Iran peut rester un État failli et diminué, qui lutte violemment pour contrôler sa population. Peut-être est-il prêt pour une révolution? Peut-être pas. Peut-être jamais. C'est le chaos là-bas. Les prix du pétrole s'effondrent et les contrats à terme sur les actions sont au plus haut. Si la trêve tient et que le détroit rouvre, l'économie repartira à la hausse. Les prix de l'essence tomberont autour de 2 $, avec un peu de chance, d'ici l'automne. La dissuasion américaine revient. Le monde vient d'assister à une démonstration impressionnante de supériorité militaire et technologique, mais ce n'est pas encore terminé. Il nous reste Cuba, le Groenland et le Canada. Je plaisante.